Vas-y, Christophe, je t'en prie, à toi. Ok, bonjour. Je vais vous parler du rôle de l'image dans les jeux de rôle contemporains. Pour juste resituer d'où je parle, voilà, après une longue carrière d'enseignant dans le secondaire, je suis devenu meneur de jeu professionnel et j'enseigne également le jeu de rôle en tant que chargé de cours à l'IUT à Bordeaux, dans le cadre des formations destinées à la gestion et à l'animation de ludothèques. À côté de ça, je suis également auteur dans le milieu du jeu de rôle et illustrateur semi-pro, pas encore pro à cet endroit-là. Et sinon, ma deuxième casquette, c'est artiste plasticien. Donc c'est aussi de cette posture-là que je vais parler en fait sur le jeu de rôle, avec un point de vue entre communication et esthétique. Voilà. Donc, ma réflexion, elle est partie du fait que les jeux de rôle actuels, en fait, ils sont très illustrés. Enfin, il y a beaucoup d'illustrations et elles ont changé en termes de nature et de forme depuis la toute première édition de Donjons et Dragons. Voilà. On pourrait interpréter ça assez facilement en se disant que c'est juste une évolution technique et technologique aussi, puisque les moyens de production ont changé, mais je pense qu'il y a un regard plus profond à avoir sur la question de l'illustration, enfin de l'image, pardon, dans le jeu de rôle. Donc voilà, déjà j'ai travaillé donc sur un corpus. Pour le constituer, en fait, il a fallu que je me réfère à ce que c'est une image, en fait, pour pouvoir voir aussi qu'est-ce que j'allais étudier. Donc, à partir de la définition de Martine Joly, en fait, du coup, moi, j'ai isolé que pour moi, ça va être quelque chose de concret, une image, parce que ça sera pas une image mentale. Ça sera produit par des artistes et donc ça sera reconnu également par les pratiquants de JDR, en fait, le milieu du jeu de rôle, si je puis dire. Dans le jeu de rôle, on a tendance à dire que l'image, on en parle souvent en disant que c'est une illustration. Voilà, on parle d'illustration, mais du coup à ce moment-là, on réduit l'image à sa fonction ornementale. On en fait un subordonné du texte. Et à cet endroit-là, en fait, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir, ou en tout cas moi je m'inscris en faux, je ne pense pas que les images dans les jeux de rôle, en tout cas, sont uniquement des servantes du texte. Voilà, il y a des fonctions rhétoriques, ça a déjà été dit en particulier par Roland Barthes, en fait, donc du coup l'image c'est un élément de discours en soi-même, en fait, et donc je voudrais savoir comment elle s'inscrit dans le discours qui est celui du jeu de rôle finalement. Voilà. Donc, déjà, repérer en fait qu'il y a eu vraiment une évolution dans l'utilisation des images et dans leur place surtout. En fait, voilà, je voulais m'assurer que c'était pas un fantasme que j'avais, qu'il y avait vraiment plus d'images qu'avant. Et donc du coup, j'ai retracé ça au travers de 5 décennies, si je puis dire. Et donc du coup, en comptant le nombre d'images par rapport au nombre de pages de chacune des publications que vous voyez là, j'en arrive à un pourcentage en fait de la représentation des images dans le jeu de rôle, et on voit effectivement qu'il y a une évolution quand même en termes de place des images dans le jeu de rôle actuel. Puisqu'on en est avec Aquablue, alors c'est un exemple extrême, mais on est à 90%, pratiquement toutes les pages sont illustrées finalement. Donc, dans le cas du jeu de rôle, ça va m'amener, si l'image elle porte des fonctions rhétoriques, ça va m'amener à me demander en fait, voilà, quelle place elles ont actuellement dans les jeux de rôle et comment elles vont contribuer à générer des nouvelles approches, parce que si elles sont aussi importantes, est-ce que ça a changé la manière dont on joue? Est-ce qu'elles influencent les manières dont on joue, et si oui, comment? Donc, en première instance, je vais vous présenter le corpus que j'ai étudié et quelles sont les premières conclusions que j'en tire, avant de prolonger un peu plus l'analyse. Donc j'ai choisi un corpus de 2010, de publication de 2010 jusqu'à 2023, une gamme par année.
Pourquoi j'ai choisi cette époque? Parce que période contemporaine, parce que ça me permettait aussi de prendre en charge en étude plutôt les nouvelles modalités en fait de production et de jeu en fait, celles qui sont actuelles. C'est-à-dire voilà, par exemple pour production, ça me permettait d'étudier les effets du crowdfunding et aussi de voir les nouvelles pratiques actuelles, par exemple celles qui sont à distance ou des choses comme ça. J'ai choisi des éditeurs français variés, en fait certains qui appartiennent à la mouvance, je mets des guillemets, mainstream, d'autres à la mouvance dite indépendante. J'ai pris des créations et des traductions, voilà, par des éditeurs français, mais voilà. Et enfin, j'ai étudié des gammes complètes, donc vraiment en prenant en compte les livres de base, les suppléments et les accessoires qui ont été publiés aussi pour ces gammes. Pour ma méthodologie, donc j'ai repris ce que j'avais pris en introduction, compter le nombre d'images par rapport au nombre de pages totales de l'ensemble de la gamme. Je ne prends pas en charge la taille des images par rapport à la surface des pages parce que là c'est un autre sujet d'étude selon moi en fait qui tient plus à quelque chose de l'ordre de la science du livre en fait, voilà, je suis pas là-dedans. Pour moi une image je l'ai réduite à une unité de sens, une unité, un sujet quoi, donc finalement ce qui évacue aussi en termes de comptage tout ce qui est qu'est-ce qui se passe pour des images qui sont sur 2 pages ou des images qui sont des extraits de bande dessinée par exemple, en fait auquel cas ils forment une unité sémantique. J'ai inclus les accessoires, comme je l'ai dit. J'ai exclu tous les éléments de maquette. Alors pour une question aussi de pertinence, alors la maquette c'est un autre sujet, on est sur la question de la lisibilité, de la prise en charge du contenu, j'en parlerai cela dit, mais aussi parce qu'en fait si je prenais en compte les éléments de maquette, en fait 100% des livres sont illustrés. Donc voilà, ça faussait un petit peu l'approche. J'ai formalisé un ratio ensuite et je vous proposerai aussi une étude du contexte du corpus, c'est-à-dire le point de vue des auteurs, des éditeurs, etc. Alors, voilà mon corpus simplifié, avec une moyenne faite par rapport au nombre d'images, rendu au nombre de pages. On est sur quelque chose à 1 page sur 2 illustrée sur les jeux de 2010 à 2023, à l'exception de 2011, parce que voilà, c'est un problème, on va dire, de possession de jeux. En fait, j'en possède beaucoup, mais il me manquait un jeu de 2011 par rapport à ce que le GROG publie. En fait, c'est comme ça que je m'en suis aussi... que j'ai formalisé mon corpus, j'ai regardé chaque GROG d'or, enfin chaque élection au GROG d'or, et je regardais à chaque fois qui avait été les sélectionnés, j'en prenais un. Voilà, donc il manque 2011, mais le corpus est quand même là. Donc on est sur un livre sur 2, enfin une page sur 2, excusez-moi, pardon, qui propose une illustration. Juste, attendez, je vais revenir un petit peu sur ça. Tout ce qui est pour la méthodologie, en fait, je voulais vous dire aussi, voilà, les ratios sont arrondis, hein, parce que sinon je me retrouve avec des chiffres aussi, avec des virgules à plus en finir. Donc c'est une étude, on va dire, à la louchée. Là, en tout cas, ce qui est présenté, c'est pour des questions de lisibilité, mais c'est pas des ratios aussi exacts. Hein. Je pense que... Voilà. Donc, les premières choses qui sortent de ces chiffres et du détail que là je ne vous ai pas présenté, c'est que, en premier lieu, en fait, les gammes donc, affichent une image toutes les 2 pages. Les livres de base sont ceux qui sont le plus fournis en illustration. Dans les suppléments, c'est clairement les bestiaires en fait qui sont les plus illustrés, les plus imagés, en tout cas qui ont le plus d'images. La quasi-totalité des accessoires ou même les accessoires sont des images en eux-mêmes et j'ai repéré aucune différence de ratio entre les traductions et les créations. Donc la conclusion pour moi s'est imposée, les images ont une importance majeure dans les jeux de rôle actuels. Pour ce qui est du contexte, on voit que les éditeurs en fait, accordent eux-mêmes une importance aux images, en fait, puisque la plupart du temps sont loués sur leur page d'accueil ou leurs notes d'intention, sont loués en fait, l'appel à des illustrateurs de talent, comme atout pour leurs produits.
Dans les crowdfunding, dans la production, on a en fait aussi cet accent qui est mis sur la qualité des illustrations. Donc là, je vous montre des exemples de pages de crowdfunding en fait de notes de cette messe en fait qui du coup fait partie de mon corpus. Et on voit bien en fait que du coup ils n'arrêtent pas de remettre en avant la question de l'illustration, voire même qu'il s'agit des contreparties directement liées aux illustrations. Donc il y a vraiment quelque chose de c'est tellement important qu'on va vous le proposer en récompense. C'est souvent aussi décliné comme une récompense ultime. Voilà, on vous propose pour très cher de vous inclure dans la gamme sous la forme d'un portrait fait par les illustrateurs du jeu. Et de même, en fait, beaucoup d'illustrateurs, d'éditeurs proposent, ou parlent de leur jeu de rôle comme des beaux livres, en fait. Donc avec vraiment la notion d'édition spéciale, de collector, etc., qui mettent en avant la question de l'illustration. Donc là, c'est hors corpus, mais c'était pour vous montrer un petit peu aussi que voilà, les éditeurs le mettent en avant. Pour ce qui est des créateurs, donc auteurs et ou illustrateurs, j'ai noté en fait des jeux qui sont illustrés par un seul artiste, comme les Chroniques des Féales, ou en tout cas c'est des éléments notables selon moi, ou les jeux illustrés par l'auteur qui s'avère être aussi un illustrateur. Donc là on avait New York X en fait par le Grumpf et Les Oubliés en fait où l'auteur Geoffroy Soun est aussi l'illustrateur du jeu. La cohérence stylistique qui en ressort, elle participe à la cohérence de l'univers en fait. Voilà, on a la même qualité d'image tout au long de la gamme et c'est plébiscité par les acheteurs. Donc voilà, en parcourant certains forums de jeux de rôle, on voit clairement en fait que les gens quand ils parlent de cohérence des images, c'est important pour eux en fait dans l'achat du livre, dans le jeu en fait. Comme je le disais avant, les illustrateurs de renom sont là pour apporter un cachet. Donc, pour donner 2-3 exemples, en fait, par exemple, le jeu de rôle Blacksad, il est vraiment aussi basé sur les illustrations du même nom, enfin de l'auteur de la BD du même nom. Je vais montrer un extrait aussi de la page de notes qui cite les illustrateurs avec leur haut fait, si je puis dire. Et certains jeux deviennent carrément associés avec un illustrateur. Donc par exemple, est-ce que vous savez qui est l'illustrateur et le jeu en fait de l'image en bas? C'est Symbaroum, voilà. Manque de bol, j'ai oublié complètement le nom de l'illustrateur. Mais en fait, on reconnaît la patte graphique instantanément et on sait le jeu en fait tout de suite associé à l'image. Donc enfin, pour ce qui est des utilisateurs, donc du coup ceux qui vont utiliser le jeu de rôle, le joueur, MJ, etc., l'illustration, enfin l'image est importante dans la considération du jeu. En fait, donc pareil, des extraits en fait de forums qui montrent à quel point en fait l'achat peut être déclenché par l'illustration. En fait, voilà. Et comment on affirme à quel point en fait le jeu de rôle sans les images en fait peut-être qu'on l'achèterait pas, peut-être même voir qu'on n'y jouerait pas en fait. Voilà. En tout cas, ça pour moi c'est des considérations très actuelles. J'ai pas fait une étude comparative avec ce qu'on en disait dans les années 80-70, mais actuellement c'est carrément affirmé en fait. Donc en deuxième partie, je vais vous proposer un peu plus une analyse formelle en fait des images de mon corpus, ainsi qu'une analyse donc rhétorique sur le propos de ces images. Voilà un tableau en deux parties où en gros j'ai pris la base en fait d'une analyse formelle picturale comme on le fait en art plastique, en histoire de l'art, où on va en premier par exemple associer en fait une image avec l'étude de son sujet, de son style, de son ton, etc. Il y a plusieurs tranches d'analyse. Je commence par les sujets. Donc dans les sujets, en fait, j'ai répertorié aussi, en fait, alors j'ai pas pu prendre toutes les gammes parce que c'était conséquent, mais j'ai pris un échantillon de mon corpus pour essayer de voir ça. Donc sur 5 gammes, en fait, j'ai essayé de voir comment étaient répartis les sujets entre les tableaux historiques, les tableaux religieux. Donc ça, c'est des grandes catégories d'art plastique, hein, voilà, de grandes catégories de sujets dans les tableaux. Des tableaux de genre, donc c'est tout ce qui est scène de la vie quotidienne, art, artisanat, les portraits individuels de groupe. On voit tout de suite que les portraits sont déjà très très élevés en termes de nombre. Quand on continue, on a les paysages, les natures mortes, donc tout ce qui est objet ou élément naturel, l'art abstrait ou non figuratif qui score un magnifique 0, les tableaux allégoriques. Donc là par exemple en fait je vous donne genre dans la deuxième colonne c'est World War Korea et en fait ça peut être des drapeaux par exemple. L'art animalier et enfin les représentations graphiques informatives, c'est-à-dire tout ce qui est cartes, graphiques, schémas, etc. Donc dans l'ordre, c'est vraiment en premier lieu la représentation de choses concrètes en général qui est
plébiscité, mise en avant dans le jeu de rôle, dans les publications de jeux de rôle, en particulier donc du coup les personnages. Donc en n'en déplaise à ceux qui pensent que lire un jeu de rôle c'est lire un univers, non, apparemment lire un jeu de rôle c'est surtout des personnages en fait. Voilà. On dit bien jeu de rôle et donc même les images le disent. Donc cette question de la représentation de choses concrètes, elle rentre en écho avec la notion de mimésis en art, en fait, c'est-à-dire la notion d'imitation de la réalité. Et elle peut être définie comme cette intention d'essayer de reproduire avec des moyens spécifiques l'apparence de quelque chose, comme le dit Pierre Sauvanet. Ma conclusion ou mon application à la question du jeu de rôle, c'est qu'en copiant la réalité ou en transfigurant la réalité avec des effets sur ces représentations concrètes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les représenter avec un style hyper réaliste, on peut les transformer, mais on représente quand même des choses concrètes dans le jeu de rôle. Ma conclusion, c'est que les images de jeux de rôle, elles s'appuient sur la question de l'imitation pour donner du crédit à l'imaginaire qu'elles dépeignent en fait dans leur diégèse. Pardon, je vais y arriver. Pour ce qui est de l'analyse des techniques, majoritairement, on repère des images faites avec du digital painting ou des images produites avec des moyens numériques. Loin d'éloigner du réalisme, en fait, au contraire, elles accentuent cette notion-là. Là, le numérique n'est pas un ennemi en fait du réalisme, au contraire, puisque même en fait justement, il est censé rapprocher du réel. En fait. Donc on voit ici en fait justement à quel point l'utilisation de techniques de production par ordinateur en fait peuvent donner un aspect réaliste qui n'avait peut-être pas en fait dans des productions antécédentes ou en tout cas des productions qui ne choisissent pas ces techniques-là. Enfin, pour le style, donc voilà, je vous ai remis une citation, parce que le style, c'est vraiment un point difficile à définir en art, en fait. Donc, j'ai trouvé une définition qui, personnellement, me satisfait, en fait. Donc, les caractéristiques de l'auteur, de la période, du lieu ou de l'école, parce que c'est difficile de parler du style de l'auteur sans parler du contexte dans lequel il s'inclut. Donc, cette définition avait le mérite de tout reprendre. Un élément marquant du corpus, c'est la cohérence stylistique dans l'ensemble d'une gamme. C'est-à-dire que même pour les jeux où il n'y a pas un seul illustrateur ou l'illustrateur et l'auteur, il y a quand même en fait la volonté de choisir des illustrateurs dont le style est quand même cohérent, ce qui va donner une cohérence à l'esthétique de la gamme en soi. Donc on a deux exemples que j'ai sélectionnés ici. On voit le style assez naturaliste et sombre des Oubliés chez les 12 singes, en fait, qui donc participe à ce côté description d'un petit peuple qui se cacherait parmi nous comme on observerait des insectes. Et de l'autre côté, on a City of Mist qui est sorti là en 2023, qui reprend les codes dans la narration, dans le jeu en fait, du comics et du film noir, et dont l'esthétique en fait participe aussi fortement au jeu, puisque là on retrouve l'esthétique du film noir avec les effets de clair-obscur, les grosses zones d'ancrage. Ouais. Pour ce qui est des fonctions rhétoriques de l'image, donc je rappelle qu'en fait l'image en fait est toujours un message en soi en fait et qu'on peut pas la considérer comme un élément comme ça uniquement décoratif qui se baladerait gentiment dans une page. Il y a vraiment un sens à en sortir. Je me suis basé sur les fonctions du langage de Roman Jakobson, en fait, en les appliquant aux images, en fait. Donc, c'est donc quand il a défini ces fonctions comme quels sont les actes communicationnels qu'on accomplit quand on parle. On peut le faire aussi à la question du discours porté par les images. Donc, on a différentes fonctions où il y a une correspondance avec les types d'images qu'on peut trouver, et j'ai essayé de voir comment dans le corpus que j'avais, comment ces fonctions étaient exprimées. La conclusion, c'est que la fonction référentielle, elle est majoritaire dans les images du corpus. La fonction référentielle, c'est celle qui permet de donner une information, de voir ce dont on parle, en fait. Donc c'est une fonction de description dans le langage. On voit qu'en fait, elle est logique dans le jeu de rôle, puisque la plupart du temps, il s'agit en fait de manuels. En fait, c'est comme on dit livre de base, on dit manuel, c'est presque. Donc, il y a une volonté didactique, explicative sur les sujets qu'on
qu'on transmet, en fait, Coralie l'avait dit avant moi. Ces images en fait qui sont repérées dans le corpus, elles permettent de soutenir en fait le processus didactique ou d'explication, puisque le but de ces livres, c'est de délivrer des informations claires, des informations fonctionnelles. C'est aussi pour ça qu'en fait du coup, on trouve très rarement des images, moi j'en ai trouvé aucune, qui prennent la fonction expressive, la fonction poétique, pardon, excusez-moi. Il y a très peu de jeux en fait sur le langage pictural, comme il y a très peu de jeux en fait sur le langage textuel dans les jeux de rôle, puisque le but c'est justement de ne pas perdre son lectorat en fait dans des problématiques poétiques en fait. Donc voilà, un exemple pour moi d'image qui met en avant la fonction référentielle, c'est les archétypes de personnages, puisque le but c'est vraiment de montrer quel type de personnage on peut jouer, quelle race de personnage, quelle classe de personnage, et donc du coup le but là c'est de vraiment donner les informations les plus claires possibles en fait sur ce qu'on va jouer en fait. De même, en fait, les images peuvent servir à illustrer des moments clés du background, comme ici dans la brigade chimérique, en fait, où on a un événement daté qui est carrément illustré, montré par l'image de cette manière. La fonction expressive, elle, on la voit dans les images. Alors, ces fonctions juste précises, elles ne sont pas exclusives. Certaines images peuvent les cumuler, en fait, c'est pas l'une à l'exclusion de l'autre. Donc, on a des images. Ces images, en fait, elles transmettent le jeu, l'atmosphère du jeu, le ton de ce jeu, et c'est elles qui véhiculent donc les émotions qui vont être liées au jeu, en fait. Et donc, elles s'ajoutent, comme je vous disais, à la dimension référentielle, et elles vont jouer en fait sur, en gros, pour transmettre l'émotion, en fait, on joue sur différents procédés, le jeu sur le matériau, la forme, le style, les effets qu'on applique à l'image. Par exemple, déformer une image avec des grandes ombres, ça va lui donner un style expressionniste qui va bien coller avec, par exemple, l'horreur. Mais l'idée, c'est de transmettre et provoquer donc l'assimilation par le spectateur, en fait, de la tonalité de l'univers, avec aussi l'effet, on va dire pas négatif, mais un effet qui est quand même là, qui est aussi que l'image, en fait, je pense qu'on le sait tous, elle prescrit aussi une certaine vision du jeu. Donc transmettre un ton sur un jeu, c'est aussi dire ce jeu, il s'inscrit dans cette atmosphère émotionnelle et pas une autre. Beaucoup de joueurs aussi, j'ai remarqué sur les forums que j'ai cumés, disaient à quel point ils n'avaient pas aimé une édition suivante de leur jeu fétiche parce que les illustrateurs avaient changé et que du coup, pour eux, c'était carrément pas le même jeu parce qu'on n'avait pas la même tonalité. En fait, les informations étaient les mêmes, mais le style étant différent, en fait, l'émotion n'était pas du tout la même. Les écrans, pour moi, en sont un parfait exemple, puisque, par exemple, sur l'écran des héritiers, les informations sont là, mais elles passent vraiment en second plan face à l'émotion qui est transmise, la vitesse, l'action épique, le danger, tout ça, en fait. Ça passe, tout le reste passe en second plan. On ne va pas trop s'intéresser au type de personnage, par exemple. Ok, je vois peut-être qu'il y a une meuf avec des ailes dans un coin, mais c'est pas la première chose que j'ai vue avant ce que j'ai vu, c'est vraiment le mouvement et la scène épique. Donc, ok, dans ce jeu, en fait, on va avoir une atmosphère un peu pulp, un peu débridée en fait. La fonction conative, en fait, c'est la fonction qui vise à provoquer des réactions chez les interlocuteurs. Là, moi, je l'ai repéré surtout dans les couvertures des jeux et dans les kits d'introduction, puisqu'il s'agit en fait d'amener la personne qui ne connaît pas le jeu à venir le voir ou à venir y jouer. Donc les archétypes là aussi sont un bon exemple parce qu'ils sont une vitrine de ce qui est jouable. Je pense que c'est une évidence, mais je préfère le rappeler que effectivement l'information seule suffit pas à capter en fait l'attention, en tout cas du public actuel. Peut-être c'était différent à une autre époque, mais en tout cas actuellement en fait, ça me semble difficile de promouvoir un jeu uniquement avec une couverture qui serait un texte, avec une quatrième de couverture. Voilà. C'est compliqué. Donc le public doit être séduit et cette séduction elle passe par le matériel visuel, clairement. Donc c'est là où on va retrouver l'aspect beau livre en fait, puisque le beau livre est décrit par Philippe Schwer comme étant en fait un livre illustré avec une réalisation soignée qui présente un caractère luxueux et plus ou moins marqué, qui propose des ouvrages pratiques, ce qui va bien avec cette notion de manuel du jeu de rôle, mais surtout qui illustre
un savoir-faire avec un objectif principal de séduction, vraiment. Et donc cette idée de l'image qui séduit, en fait, elle me semble pertinente à mettre en avant dans le jeu de rôle, puisque, voilà, un exemple qui me semblait prégnant, c'est dans la gamme des oubliés, on a l'illustrateur qui est l'auteur qui donc fait des illustrations à l'encre de Chine à droite, mais les éditeurs ont choisi en fait un illustrateur qui n'est pas l'auteur, qui lui fait des dessins naturalistes au crayon, à la mine graphite, pour toutes les couvertures de la gamme. Peut-être parce qu'il y a cette idée que le dessin est plus techniquement abouti, en fait, et donc du coup que ça va appeler à un plus grand lectorat, parce que le style est aussi peut-être plus facile à assimiler que l'illustration en encre de Chine, en fait, qui n'est pas un trait commun dans le milieu du jeu de rôle, en fait. Voilà. La fonction fatigue, enfin, donc la fonction de langage qui permet de maintenir la conversation, elle s'exprime enfin, dans les images par la décoration et donc du coup là par la maquette, puisque même si elle est décorative, elle va participer à transmettre les informations sur le jeu de rôle en fait. Elle communique également le ton de l'univers. Et en fait, sans cette fonction fatigue, est-ce qu'on sortirait pas du jeu de rôle et est-ce qu'on manquerait pas des informations également sur le jeu de rôle? Un exemple, excusez-moi, que j'ai repéré, c'est par exemple Écrime qui est dans mon corpus. Voilà, moi je vous pose la question, quelle maquette transmet le mieux le ton du jeu steampunk entre la première édition et la deuxième édition, sachant que j'ai choisi 2 pages en fait avec une illustration aussi. Personnellement en tout cas je trouve que l'effet de maquette qui est en bas en fait de la page de la première édition transmet pas nécessairement la notion de steampunk, là où l'effet de maquette de la deuxième page avec le pont effet lien en fait parle d'un élément qu'on retrouve dans la gamme en fait qui sont ces grands ponts qui relient les villes en fait, voilà. Pour finir, je vais me pencher sur l'influence de ces images sur les pratiques ludiques. Donc, la première approche le premier rôle de l'image en fait dans les jeux de rôle actuels, c'est leur soutien sur l'immersion, puisque moi j'ai fait le pari de me dire que si on multiplie les images, c'est qu'on multiplie l'augmentation des moyens d'entrée dans l'univers et donc des moyens d'immersion. L'image, donc en fait, elle va donner la réalité de l'univers fictionnel, elle va participer à la suspension d'incrédulité des joueurs, elle va être un appui pour l'imaginaire, en fait, mais peut-être avec un formatage d'une certaine de la vision qu'on a d'un univers, et elle va multiplier les moyens d'entrée dans l'univers diégétique. Par exemple, voilà, vous avez un exemple d'image, en fait, d'immersion, de possibilité d'immersion par l'image dans le jeu de rôle avec la ville de Venezia, qui aurait pu être illustré autrement, mais voilà. Il y a un deuxième aspect qui est la question de la monstration. Donc quand les images dans le jeu de rôle, elles ont un rôle vraiment de montrer un élément qui est difficilement visualisable par des images mentales quand on le suscite par des mots en fait. Voilà. Et donc vous voyez un Skugblocks qui court dans la pampa, c'est une sorte de lézard vert avec des plumes. Enfin bon, on veut une image en fait. Voilà. Les bestiaires, les arsenals sont les meilleurs exemples en fait de ce genre d'utilisation de l'image. Ils vont donner ce semblant de réalité à l'élément de la diégèse. Voilà, Paul Klee, le peintre, disait qu'on ne reproduit pas le visible avec l'art, mais qu'on le rend visible. Et donc, du coup, les images, là, elles ont une fonction de montrer le monde sensible. Donc, vraiment, d'essayer de montrer les textures de peau, on en parlait un peu hier, l'anatomie de créatures, par exemple, qu'on ne connaît pas, ou le fonctionnement mécanique de certaines armes, en fait, qu'on n'a pas dans notre réalité, en fait. Voilà. Dernier aspect de la monstration, il y a aussi cet aspect de la mémorisation qui me semble important, c'est-à-dire en montrant des PNJ, par exemple, on va se retrouver avec quelque chose de l'ordre de... On montre quelque chose pour renforcer la mémorisation des joueurs. Donc les trombinoscopes qui sont devenus assez fréquents dans les publications, dans les accessoires de jeux de rôle, sont un bon exemple de ce type-là. Et en plus de ça, ils participent à la question du canon, donc c'est-à-dire l'officialisation de représentation de certains éléments dans les gammes de jeux de rôle.
Et enfin, le dernier rôle, la dernière influence plutôt des images sur les jeux de rôle actuels, pour moi, elle est au niveau de la symbolisation. Donc on a tout ce qui est les cartes, les schémas, les graphiques, en fait, qui vont symboliser donc des éléments du jeu. Et ils vont participer donc du coup à fixer l'imaginaire commun en fait qui se trouve autour de la table. C'est des images qui en fait se veulent très proches du système généralement et qui n'incluent pas de latitude d'interprétation, parce que le but justement c'est que cet imaginaire commun qui peut d'habitude autoriser des variations d'un joueur à l'autre, là pour le coup il soit sans équivoque, qu'on soit tous d'accord sur la manière dont la scène est représentée. Donc les cartes, on sent un élément, je pense, assez exemplaire. Pour moi, je me demande, voilà, comme du coup c'est assez marqué dans, dans mon corpus au niveau des accessoires, et de plus en plus, même la plupart des gammes que j'ai sélectionnées montrer des cartes ou des graphiques. Est-ce que on n'a pas actuellement, en tout cas c'est une question que je me pose encore, une importance accordée à la précision des informations qu'il n'y avait peut-être pas avant dans les autres, dans les autres époques. Je vois aussi que c'est devenu tellement important que ça a créé une fonction dans le milieu du jeu de rôle qui est celle de cartographe, en fait, qui est reconnue maintenant sur le GROG par exemple, où on a avant il n'y avait que les illustrateurs et maintenant on voit le cartographe comme le traducteur a été reconnu. Ces images, elles ont une dimension ergonomique, une dimension utilitaire. Leur but, c'est vraiment de faire en sorte que le contenu ludique soit mieux approprié par les participants. Et voilà, je vous montre un exemple de reconnaissance du cartographe avec le cartographe des chroniques des Féales. Ça me semble en tout cas un signe qu'il y a quelque chose qui a changé dans la manière dont on considère en fait la carte, puisque si elle est devenue aussi importante pour qu'on la reconnaisse, c'est bien qu'on a changé de paradigme sur la manière dont on voit les jeux de rôle. Voilà, en conclusion, je vais reprendre vite fait les points. On a vu que les images, moi j'ai vu que les images étaient très importantes dans les publications actuelles, qu'elles étaient axées sur la figuration pour participer à la construction de l'univers, que toutes les fonctions de rhétorique étaient là sauf la question de la poésie, et que en fait elles agissent sur les pratiques ludiques en soutenant l'immersion, en montrant des éléments de l'univers et en symbolisant en fait des éléments également pour une meilleure appréhension du contenu ludique. Je me suis posé une question, je me suis demandé, voilà, en écho avec ce qui s'était dit hier, si les IA génératives au niveau des images n'allaient pas changer elles aussi certaines pratiques du jeu de rôle, puisque est-ce qu'en privé on peut pas, comme c'était dit hier, créer des PNJ à la volée, des décors, etc. À ce moment-là, est-ce que l'image qui jusque-là avait été un luxe, c'est-à-dire l'illustrateur c'est vraiment un acteur qui rajoute du crédit, du renom au livre, ne va pas devenir une sorte de luxe en fait, enfin de commodité, pardon. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre le temps pour à peu près 2 questions, si vous en avez. Ouais. Bonjour et merci. Je me posais la question de savoir s'il y avait un lien notamment avec le fait qu'avant il y avait des figurines qui du coup montraient les héros et que du coup petit à petit elles ont disparu pour laisser place à du coup plus d'images dans les jeux de rôle, s'il y avait sans doute un lien entre les deux ou si c'était juste fortuit. C'est un point que je me suis pas, sur lequel je me suis pas vraiment penché, puisque je suis sur là, c'est en rapport avec les liens du colloque, j'ai essayé d'étudier ce qui se passait actuellement. Donc la question des figurines qui est moins présente en fait dans les publications actuelles n'est pas apparue. Je sais qu'effectivement, oui, le jeu de rôle il vient du wargame, donc naturellement il y avait cette présence-là. C'est une bonne question. Je sais pas s'il y a une corrélation, peut-être. Je serais bien en peine d'y répondre là, puisque ça n'a pas été mon objet d'étude, mais ça me semble pertinent de l'interroger en tout cas. Oui. Je voulais préciser pour le GROG, en fait, les cartographies, ça fait longtemps que c'est là. Par contre, très récemment, on a intégré les maquettistes et les graphistes, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de travail sur les ouvrages qui amènent une ambiance globale et qui transmettent vraiment l'ambiance de l'univers. Et alors, je pense aussi un des rôles de l'illustration, tu parlais de la précision de l'information. Pour moi, ce n'est pas la précision, mais c'est la rapidité de transmission de l'information. Parce qu'autour d'une table de jeu de rôle, on doit travailler sur un imaginaire commun. Et donc, il faut que tout le monde ait ce même imaginaire pour travailler dans le même univers. Et avec l'illustration, on arrive très vite à obtenir cet imaginaire commun, à cette base sur laquelle on peut travailler.
Oui, j'en parle en fait dans la question de la fonction expressive, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des images dont le but c'est de transmettre tout de suite. C'est rare que ça soit une information qu'elle transmet tout de suite parce que l'information, il me semble, quand elle est, peu importe la manière dont elle est transmise, en fait, elle peut mettre du temps. Par exemple, si on se penche sur l'écran des héritiers, qui était mon exemple, on pourrait repérer en se penchant, ah tiens, il y a des faits, il y a un dirigeable de tel qui est figuré de telle manière, on voit Paris, etc. On essaie, les informations arrivent, mais en fait, en gros, l'image, elle a ce pouvoir-là de transmettre une information émotionnelle peut-être avant l'information factuelle, à moins que ce soit une photographie, et encore même là ça se pose, il y a tout un courant de l'esthétique qui interroge ça, justement la question de la frontière entre photo et art. En fait on dit souvent que la photo est documentaire, mais quand vous regardez des photos documentaires, elles ont une fonction expressive en fait. Quand on regarde des photos de Diane Arbus, qui est une photographe du début du XXe siècle, c'est du documentaire sur la pauvreté de 1920 aux États-Unis, et en même temps ça transmettait une émotion, donc c'est très difficile de les désintriquer. La rapidité pour moi elle est plus dans la rapidité d'envoyer en fait quelque chose, que ça soit de l'émotion ou... et là je te rejoins complètement par contre, effectivement. On peut en prendre une troisième, il y en avait une par là, c'était toi? Ou il y en avait peut-être une autre, je sais plus. J'avais une question surtout à propos des bestiaires. Tu as parlé de monstration, de monstruarisation, je ne sais plus exactement. Si on prend le cas de Cthulhu et de ces monstres indicibles, est-ce qu'on ne ferait pas mieux là de suggérer plutôt que de montrer? Parce que dès qu'on voit une image de Cthulhu et des autres grands anciens, tout à coup le mystère un peu disparaît et on en a moins peur en fait. Complètement. En fait, ça, je pense que ça dépend. Il y a eu des variations entre les différents éditeurs qui ont fait des choix de mise en image qui étaient très différents. Il me semble que, par exemple, les éditeurs qui ont voulu tout illustrer pour montrer vraiment le bestiaire, et voilà un Biaki, et voilà Cthulhu, et voilà machin, c'était un choix qui était effectivement axé sur la fonction référentielle, c'est-à-dire vraiment, on veut donner une information. Cthulhu, il a tant de membres, il a tant d'yeux. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est plutôt jouer sur la fonction expressive, c'est-à-dire des images qui transmettent avant tout l'émotion, justement, en fait, qui ne sont pas forcément dans le référentiel, justement. Et à ce moment-là, peut-être que juste un tentacule dessiné dans l'ombre, en fait, est beaucoup plus, comme tu dis, évocateur que le détail avec la comparaison en taille, en fait, par rapport à un humain d'un monstre, justement. Voilà. Donc effectivement, oui, j'aurais tendance à... Enfin, je rejoins un petit peu cet avis-là, en fait. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie.